Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, comme chaque week-end. Vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV, pour En route pour demain, votre rendez-vous d'une demi-heure dédié à toutes les mobilités, avec au sommaire, pour ce nouveau numéro, eh bien, on va s'intéresser à l'autosolisme. Tiens, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est ? Julien Bonnet va tout nous expliquer, mais c'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre. On parlera aussi de tech dans En route pour demain cette semaine avec Carly, qui est une appli qui diagnostique votre véhicule, et vous verrez que dans certains cas, c'est bien pratique. On s'intéressera aussi à la MG5. Ce sera l'essai de cette semaine, le premier break 100% électrique, et Dieu sait s'il est attendu. Et puis, on découvrira la société Pink Mobility avec un scooter électrique, vous le voyez, fabriqué dans les Yvelines, qui est plutôt sympathique, avec un petit look comme ça vintage qu'on aime beaucoup. Voilà, vous savez tout. Merci d'être avec nous. C'est En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. François Sorel. Avec le hashtag, évidemment, En route pour demain, si vous voulez réagir, bien sûr, on est ravis de vous retrouver pour ce grand rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les week-ends à la radio et à la télé. On commence tout de suite par l'actu, et on va s'intéresser à l'autosolisme avec Julien Bonnet qui est avec nous. Salut Julien. Bonjour François. Bienvenue Julien, journaliste à BFM Business. Et alors on va s'intéresser à ce mot un peu bizarre. C'est une pratique qui est assez répandue. C'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Mais qu'est-ce que c'est que l'autosolisme ? Finalement, très simplement, c'est le fait de rouler tout seul dans sa voiture. Voilà. Donc voilà, ça parle à tout le monde. Finalement, quand on part de chez soi, on n'a pas tout le temps des passagers à bord. Et donc, ça va être le cas de figure qui va se retrouver assez fréquemment. Il y a eu une étude de Vinci Autoroute là, assez récente qui est sortie et qui estime que le matin, autour des grandes agglomérations françaises, finalement, il y a plus de 8 voitures sur 10 qui roulent avec un seul passager à bord. Donc, on comprend bien sûr la logique. C'est dans le cadre notamment des trajets domicile-travail. À 8h du matin, on a notamment eu une pointe avec ce taux qui atteint des sommets avec 89% de personnes seules dans leur voiture. Et ensuite, ça diminue un peu au cours de la journée. On arrive à 75% vers 10h, mais le tableau global, c'est que la plupart des gens roulent tout seuls dans leur voiture. On est à peu près en France, je crois que j'avais vu passer le chiffre de 1,3 personnes transportées dans une voiture individuelle en moyenne. Ouais. C'est vraiment le contresens en fait du covoiturage, l'autosolisme. C'est un peu à l'opposé. Mais alors, c'est quoi finalement les solutions pour réduire cet autosolisme, Julien ? Oui, alors finalement, on peut penser aussi d'adapter son véhicule à son usage quotidien. Donc, notamment, pas prendre un énorme véhicule pour se déplacer si la plupart du temps on se déplace tout seul. C'est assez logique. Si on est tout seul, voilà. C'est un peu bête. De toute façon, finalement, on est rattrapé après par sa consommation de carburant. Finalement, avec un Hummer, on risque de surconsommer beaucoup. Oui. En ce moment, les prix des carburants sont assez élevés. Donc finalement, en ayant un véhicule plus petit, plus léger, on va moins consommer, moins polluer, et ça va moins nous coûter, et puis ce sera plus efficace en termes de transport. Mais finalement, c'est vrai qu'on voit se développer pas mal ces derniers temps le covoiturage. Ça, c'est la vraie solution contre l'autosolisme. Donc depuis peu, on a en France, ça y est, des voies dédiées. Donc comme on trouve, c'est assez courant en Amérique du Nord, d'avoir ces voies réservées à à des voitures avec plus d'un passager. Ouais. Ce qui est bien pratique, parce qu'à ce moment-là, si on est plus de 2, paf, on passe sur la voie de gauche, et il y a moins de monde. C'est un petit avantage qui est sympathique. Et c'est motivant en tout cas. Et c'est là-dessus qu'on essaye de jouer en France. Donc il y a un objectif du gouvernement assez ambitieux qui voulait tripler le nombre de covoitureurs quotidiens. On distingue bien le covoiturage du quotidien pour domicile-travail, du covoiturage qu'on connaît bien sûr maintenant sur les longues distances, qui a été notamment popularisé par Blablacar. Là, l'idée, c'est vraiment sur son trajet domicile-travail. Donc c'est vraiment plus contraignant que de mettre en place un simple trajet, par exemple Paris-Lyon. Là, c'est vrai que ça va être pour aller au travail, par définition, le matin, on n'a pas trop le droit à l'erreur. En général, on s'y prend pas forcément à l'avance. Ou alors, il faut trouver vraiment un contact régulier. Et ces voies dédiées, ça fait partie des arguments pour justement aller plus vite le matin. Il y en a une notamment près de Grenoble où c'est justement l'enjeu, c'est d'inciter les gens à voyager à plusieurs pour emprunter cette voie dédiée, être plus efficace. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de verbalisation, c'est un contrôle on va dire en test. Oui, c'est plus de la pédagogie en quelque sorte. Aujourd'hui, avec les caméras, de toute façon, on saura très bien
bien facilement identifier s'il y a une seule personne à bord et verbaliser éventuellement le contrevenant. On va chasser un petit peu les comportements, on va dire, qui abusent du système. Et à Paris, on aura bientôt une voie dédiée normalement. Dans le cadre des Jeux en fait, olympiques de 2024, la mairie de Paris avait décidé de faire une voie dédiée donc qui serait finalement sur tout le long du périphérique, excepté la partie sud, entre Porte de Versailles et Porte de Bercy. Et ils ont annoncé en novembre dernier qu'ils comptaient pérenniser cette voie après les Jeux olympiques. Donc, et ils évoquent notamment, ça reste encore un peu flou, mais ils disent la création d'une voie réservée au covoiturage et autres modes vertueux. Donc je pense qu'ils se laissent encore la place de sélectionner le covoiturage. Déjà, ce sera à partir de combien de personnes dans la voiture. Peut-être qu'on peut faire aussi quelque chose d'évolutif en fonction du trafic. Et bien sûr, les véhicules électriques. Et je crois que d'ailleurs, dans certains pays, c'est un peu ça aussi. Cette voie est réservée pour les véhicules en covoiturage, mais aussi pour les véhicules, on va dire, zéro émission. C'est ça, et puis ça va s'articuler avec tous les dispositifs dont on parle souvent, ZFE, zone à faible émission, etc. Mais après, la question, Julien, qu'on se pose, c'est comment on organise ce covoiturage ? Parce que c'est bien beau de vouloir être plusieurs dans une voiture, et je pense que tout le monde est plutôt d'accord, mais comment le réaliser ? Oui, c'est ça, il y a une start-up, donc Ecov française, qui s'intéresse pas mal à cette problématique. Elle a organisé un webinaire l'an dernier qui est assez intéressant pour analyser les leviers en fait, à activer, justement pour convertir des autosolistes, donc les pratiquants de l'autosolisme, au covoiturage. Et d'ailleurs, ils commençaient par... ils ont identifié en fait, deux grands types de covoiturage, donc le covoiturage avec réservation, donc on passe par une plateforme, donc notamment il y a Blablacar qui s'est lancé dans ce business avec son application Blablacar Daily. On a aussi Citigo qui le propose, et donc ça, on va dire, on va réserver au cas par cas ou de manière régulière son covoitureur, et sinon on peut aussi ne pas passer par une plateforme, ça va être basiquement s'arranger entre collègues en se rendant compte que finalement quelqu'un fait un itinéraire assez proche, passe devant chez vous le matin. Ça c'était pas mal stimulé au moment des grèves, juste avant le Covid, et puis là depuis bien sûr avec la situation, la hausse des prix des carburants, c'est toujours des incitations à un peu à faire évoluer sa manière de se déplacer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a à notre disposition, et notamment notre smartphone, on a énormément d'outils pour tout ça, en fait. Et Ecov joue là-dessus, justement. En fait, eux, ils créent notamment, ce que je trouve intéressant, c'est des lignes de covoiturage. Donc, en fait, on va retrouver des arrêts de bus le long d'une ligne. Et là, ça va être assez intéressant, c'est que les utilisateurs, enfin, les gens qui vont vouloir emprunter une voiture en covoiturage, ils vont pouvoir se signaler via une application ou simplement via un panneau, en fait, où ils vont indiquer leur destination. Les conducteurs sur le trajet inscrit vont être prévenus ou vont pouvoir voir directement sur le panneau affiché qu'il y a un passager ou plusieurs en attente pour telle ou telle destination. Et il y a vraiment une aire en fait, qui est prévue pour aussi faciliter la démarche. Et donc, c'est une sorte d'alternative moderne à l'autostop, et c'est vraiment aussi ça qu'on envisage, c'est trouver peut-être la solution où finalement j'aurais besoin d'une solution de mobilité et faire matcher, comme on dit, les demandes et l'offre de trajet. Alors Julien, après le Graal, l'objectif qu'on vise tous, qui pourrait, à mon avis, régler pas mal de problèmes, c'est le véhicule autonome. Oui, complètement. Donc ça fait partie des objectifs finalement de la conduite autonome, c'est optimiser les flux au niveau des véhicules et surtout avoir une utilisation optimisée. On sait que la voiture, elle reste stationnée une grande partie du temps, la voiture individuelle dont on est propriétaire. Et donc la voiture autonome, elle permettrait finalement d'arranger cette situation. Alors il faudra encore un peu de temps pour monter dans une Tesla vide qui serait arrêtée à un feu rouge et qui serait disponible pour l'autopartage. Pourtant, ça avait été clairement évoqué par Elon Musk comme une des vocations, à avoir potentiellement même des Tesla sans volant ni pédale, qui seraient complètement autonomes. Surtout en sous-sol, avec ces tunnels, ces Tesla Loop complètement. qu'on évoquait il y a quelques semaines. Et on garderait quand même le schéma de l'accession à la propriété de la voiture, où finalement c'est moi, propriétaire de ma Tesla, qui choisis de la placer en autopartage à certains moments quand je m'en sers pas, etc. Oui, ça sera en mode hybride en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve une caméra à l'intérieur des modèles 3 et des modèles Y, c'est en vue potentiellement d'avoir une sécurisation de l'habitacle et que le conducteur puisse toujours vérifier. Pour l'instant, elle n'est pas active. On peut toujours mettre un petit scotch si on a peur d'être espionné, comme ça se fait beaucoup, bien sûr, sur les webcams. Et sinon, en attendant les navettes autonomes et autres robots mobiles, le projet peut-être le plus avancé sur ce point, vraiment du partage de véhicules, mon véhicule individuel, si je veux le partager, c'est Lynk & Co, donc la marque du chinois Geely, donc qui détient aussi Volvo. Et donc eux, ils ont lancé un premier véhicule. Pour l'instant, c'est pas encore proposé en France. On peut acheter le véhicule, mais on peut pas le partager. Mais ça a été déjà déployé en Suède. Et donc on sera toujours potentiellement seul dans la voiture, mais finalement, si on peut la partager, ça va déjà participer à la solution. Ouais, on vit une période incroyable avec toute une industrie, tout un secteur qui est en mutation.
et on voit encore une fois avec tes explications très claires. Merci beaucoup Julien. Merci. Je te propose de rester avec nous Avec plaisir. parce que tu connais Carly. C'est une start-up qui est dédiée en fait au diagnostic électronique des véhicules et on en parle tout de suite puisque le directeur de France de Carly Connected Car nous rejoint sur ce plateau. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et on accueille donc sur le plateau d'En route pour demain Dali Atti. Bonjour Dali. Bonjour François. Vous êtes le directeur France de Carly Connected Car avec Julien Bonnet ici présent qui voulait absolument rester sur le plateau. On a pas mal de questions à vous poser parce que c'est toujours intéressant de mêler, on va dire, le quotidien de l'automobile avec la tech. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une voiture, c'est des processeurs, de l'informatique. On a accès à énormément de données dans un véhicule. Et vous, votre job, en fait, c'est cette solution de diagnostic du véhicule pour les particuliers. C'est-à-dire que moi ou Julien, on peut acheter le petit boîtier Carly, c'est ça ? Exactement, c'est ça. C'est une solution. Donc concrètement, Carly, c'est une solution qui connecte tout propriétaire de voiture avec les informations cachés dans leur voiture. Ouais. Concrètement, nous offrons un adaptateur OBD. C'est tout petit, dis donc. Oui, c'est tout petit. Et Ah ouais. le design aussi, il est bien. Donc, et une application mobile qui sont capables de combiner à la fois les données en temps réel du véhicule avec une expertise mécanique. Cela permet à l'utilisateur, bien évidemment, d'avoir l'esprit tranquille, de gagner de l'argent et du temps, et aussi d'avoir des connaissances exclusives en termes de réparation et de maintenance. Alors, donc, ce petit boîtier, ça se branche où déjà ? Parce que pour vous, la prise OBD, tout le monde connaît, mais elle est cachée. La Oui. prise OBD, c'est pas qu'une prise HDMI sur une télé. Il faut aller quand même aller regarder à droite à gauche. Alors, la prise OBD existe dans toute voiture à partir de l'an 2000 et ça existe toujours généralement près du volant. Donc, concrètement, on le branche directement sur le port OBD et on connecte l'application avec une simple connexion Bluetooth et en quelques secondes. Et de là, on synchronise le type de voiture, l'année, le modèle, etc. Et on aura accès à toutes les fonctionnalités Carly. Alors, dites-nous à quelle fonctionnalité on a accès avec votre petit boîtier. Alors, avec le petit boîtier, on aura accès à une première populaire fonctionnalité qui est la réparation et l'entretien. De là, on aura accès à des types de diagnostics approfondis. On aura accès aussi à tout ce qui est prédiction des fautes. On peut aussi prévoir les fautes si on aura des pannes dans 3 à 6 mois. Ah bon ? Oui. Et La voiture, dans l'électronique, arrive à... Vous arrivez à déceler en fait des déceler indices. Il va exactement. y avoir un défaut qui va arriver. Quoi, par Exactement. exemple ? Tous les codes défauts que vous connaissez sur l'automobile. L'idée, c'est, on a lu plus de 25 millions de voitures dans le monde, on a diagnostiqué plus de 25 millions de voitures et on a établi une base de données énorme des codes défauts. Et de là, on peut établir une corrélation entre les cas privés des individus, des utilisateurs, à cet instant-là, et cette base de données, cette énorme base de données. Donc, deuxièmement, la deuxième fonctionnalité la plus populaire pour Carly, c'est la personnalisation, ou alors le codage. Donc, on peut débloquer des options qui sont cachées dans le véhicule. On peut hacker sa voiture, en quelque sorte. Alors, c'est pas le mot hacker, c'est accéder aux informations que le consommateur n'en a pas. Donc, c'est le codage, c'est la personnalisation. Ouais. Et quoi comme type d'informations qui sont cachées ? Alors, toutes les informations, c'est la pertinence des informations. En fait, l'expertise de Carly, c'est de donner une information pertinente au moment où on en a besoin. Donc, finalement, par exemple, pour le coding, on peut coder ou alors personnaliser, on préfère le mot personnaliser, des fonctions de confort et pas les fonctions de sécurité. Par exemple, le comportement des vitres, le comportement des feux, la sonorisation pour l'alarme ceinture, etc. On ne peut pas, par exemple, coder ou personnaliser l'accélérateur ou le frein. Oui. Donc Oui, ça, c'est vaut mieux, limité ça. à des fonctions. Exactement, Ouais. exactement. C'est Mais des par exemple, je peux désactiver le fait que ma ceinture de sécurité bip. Tout à fait. Ouais, Tout à mais fait. c'est pas légal. Ça, c'est un si peu limite parce que finalement, Un peu aujourd'hui, limite, c'est une non obligation Oui. dans les normes pour les véhicules neufs. Après, je ne sais pas si justement, ça va être obligatoire de l'avoir à bord une fois qu'on est propriétaire du véhicule. C'est pas obligatoire. Et du moment qu'on peut accéder aux données. Finalement, Carly, ce qu'elle fait, c'est accéder aux données, les mêmes données que les professionnels de l'entretien et de la réparation font déjà, mais d'une manière plus rapide et moins chère surtout. Donc c'est ça notre valeur de proposition actuelle. Et d'ailleurs, notre troisième fonctionnalité qui est très bien aussi, c'est la vérification des voitures d'occasion. Finalement, qu'on soit un vendeur ou alors un acheteur, on peut vérifier tout simplement avant un achat la voiture avec un simple diagnostic et voir si le compteur
kilométrique a été manipulé ou pas. Ah, on peut voir s'il y a eu une petite bidouille. Oui, D'accord. exactement. Ah ouais, Exactement. donc on a quand même pas mal on rentre dans les entrailles un peu informatiques du C'est véhicule, hein, intéressant. Julien. Et vos clients, c'est plutôt des gens qui sont un peu mécanos du dimanche ou justement aussi il y a cette cible des gens qui achètent des voitures d'occasion? Alors, très bonne question. Nos clients ou alors nos utilisateurs sont toute personne ayant un véhicule ou une voiture. Mais en vue de la profondeur de l'information qu'on fournit, notamment en code défaut, comment réparer nous-mêmes, etc., donc on s'adresse aussi à une niche qui est les bricoleurs, on appelle ça en anglais les DIY, les do-it-yourself. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un risque d'endommager son véhicule avec ce type de système si j'y comprends rien et que je commence un peu à manipuler des choses? Alors, il n'y a aucun risque à faire quoi que ce soit parce que Carly, au moment du diagnostic, on établit un backup, donc un sauvegarde automatique. Et du moment qu'on fait un truc et qu'on ne le reconnaît pas, on peut retrouver son alarme de ceinture si on l'a désactivé. Exactement. On veut Oui, donc la remettre on peut revenir à la version d'origine ou même à configuration par défaut, en quelque sorte. Lorsqu'on C'est ça. revend le véhicule, ça peut être pratique de le remettre, par exemple. Ça marche avec les véhicules thermiques, mais aussi avec les véhicules électriques? Exactement, oui. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a on va dire plus de 20% des véhicules électriques à hydrogène ou alors hybrides contiennent les mêmes composantes qu'une voiture normale. Oui. Donc aussi, le véhicule électrique, il fournit plus d'informations. Donc de là, on est capable de lire encore plus d'informations et de fournir des solutions comme, on va dire, l'état de la batterie. Donc, oui. D'accord, bah oui, c'est ça. Le vieillissement de la, voiture, de la batterie, les cycles de recharge, etc. Exactement. Ah ouais, on a accès quand même à des données intéressantes. Intéressantes, exactement. Nous qui sommes un peu geeks, c'est plutôt intéressant d'avoir toutes ces infos. Pouvoir explorer, comme tu disais, Ça coûte combien en fait ce boîtier? Alors le boîtier varie entre 50 € et 150 € avec la licence annuelle. Donc on achète le boîtier et une licence annuelle pour l'application. Donc ça coûte entre 50 et 150 €. Et c'est très, très bien parce qu'au bout d'un seul diagnostic qu'on fait nous-mêmes, on est rentable. Donc finalement, si on fait un seul diagnostic chez un mécanicien ou alors un garagiste, ça va nous coûter la même chose. D'accord. Mais donc ça veut dire que c'est pas parce que j'achète le boîtier que je peux me servir de votre solution. Il faut après payer tous les ans, c'est ça? Tous les ans. Il y a un abonnement en quelque sorte. Un abonnement exactement annuel. Et sur l'électrique et le thermique, vous avez une fonction d'optimisation de la consommation par exemple, ou c'est juste le simple fait de mieux entretenir son véhicule? C'est juste le simple fait d'entretenir son véhicule. D'accord. Tout à fait. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Daliati, directeur France donc de Carly Connected Car. Ça donne envie d'aller bidouiller un peu sa prise au BD, hein, tout ça. Merci beaucoup. Merci. Il est temps maintenant de retrouver notre essai. Tiens, Julien, comme voilà, d'un claquement de doigts, c'est ça la magie de la télé. Tu vas nous faire vivre cet essai de ce break électrique. Hein. Exactement. C'est la MG5 avec Julien, donc. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Des citadines, des berlines, des SUV. On trouve désormais une grande variété de modèles disponibles en motorisation 100% électrique, mais on n'avait pas encore de break et c'est ce que propose désormais la marque MG avec cette nouvelle MG5. Alors pour rappel, MG c'est une marque à l'origine britannique mais qui a été rachetée il y a quelques années par les Chinois du groupe SAIC et qui propose en Europe une gamme plutôt de SUV, donc 100% électrique mais aussi hybride rechargeable et donc désormais un break. Cette MG5 elle fait 4,60 m de long et elle dispose d'un coffre de 467 litres, donc c'est important pour un break et bien sûr ce coffre il peut être étendu si on rabat les places arrière. L'idée comme d'habitude chez MG c'est de proposer des modèles avec un design plutôt agréable, des équipements assez modernes mais avec des tarifs assez imbattables et donc on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de cette MG5 on retrouve un habitacle finalement plutôt agréable et qui correspond à cette proposition plutôt low cost de MG, c'est-à-dire qu'on va avoir du bon avec certains matériaux plutôt réussis comme un faux aluminium sur la planche de bord ou encore du tissu, une console centrale assez bien aménagée avec pas mal de rangements, mais aussi du moins bon avec l'utilisation massive de plastique dur ou encore une caméra de recul avec une définition d'un autre temps. Derrière le volant, on retrouve un écran décompteur avec pas mal d'informations disponibles et donc ça c'est plutôt agréable lors de la conduite. On a également au centre une tablette tactile de 10 pouces avec une plutôt bonne définition, une bonne réactivité. Après, il y a des petits détails amusants comme des défauts de traduction. Par exemple, l'écran de réglage de la climatisation s'appelle station de charge, mais ça c'est des petits détails. Une fois qu'on est habitué, on s'y fait. Bon, maintenant qu'on est à bonne température, on peut partir tester ce véhicule sur la route.
Dans ce break MG5, on dispose d'une batterie 60 kWh, donc ça permet une autonomie théorique de 400 km. Mais c'est une autonomie qui nous semble réaliste dans le sens où on a réalisé, nous, une consommation de 15 kWh au 100 lors de notre essai. Donc on va pouvoir réaliser ces 400 km sur une seule charge. Côté moteur, donc il est situé à l'avant et on dispose d'une puissance de 115 kW. Donc ça, c'est un équivalent 150 chevaux et c'est largement suffisant pour se déplacer avec aisance en ville, sur voie rapide, même sur autoroute. Donc on a d'ailleurs 3 modes de conduite, un mode éco pour limiter la consommation, un mode confort assez équilibré et un mode sport si on veut tirer parti de toute la puissance. Il est également possible d'ajuster assez facilement le niveau de freinage régénératif grâce à ce bouton qui se trouve sur la console centrale de 1 à 3. C'est un classique chez AMG, on retrouve également pas mal d'aides à la conduite, notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Pour l'activer, c'est assez simple, j'ai un commodo à la gauche du volant, il me suffit de l'actionner 2 fois et c'est enclenché et la voiture est en mode assisté. Côté tarif, cette MG5 elle débute à 32 490 €, donc ça c'est sans compter le bonus écologique, donc il faut déduire 6 000 € et pour l'instant il s'applique jusqu'au 30 juin et sera éventuellement prolongé jusqu'à la fin de l'année. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et nous découvrons maintenant Pink Mobility avec mon invité qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est Guylain Lestienne. Bonjour Guylain. Bonjour monsieur. Vous êtes le fondateur, appelez-moi François, on est entre nous. François. Vous êtes le fondateur de Pink Mobility. On va parler scooter électrique avec vous. Voilà, s'il y a bien un mode de locomotion aujourd'hui qui est en train d'exploser, c'est bien celui-ci. Présentez-nous Pink Mobility, qui êtes-vous ? Alors, Pink Mobility, c'est une entreprise française que j'ai fondée en 2016 dans les Yvelines, donc à moins de 30 minutes d'ici. On est devenu en 6 ans le 3e constructeur des marques les plus vendues en France. Et Pink Mobility, en fait, on s'adresse aussi bien à des flottes de professionnels qu'à des particuliers. Donc on a 3 marchés. Le premier marché, c'est le secteur de la livraison du dernier kilomètre, donc globalement les pizzas, les sushis, ainsi que les livreurs pour compte de tiers. Ça, c'est un business incroyable. C'est un énorme business qui se poursuit. Alors, il n'est pas toujours simple à accéder à la mobilité électrique, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens Bien et sûr. qui font et ces qui boulots-là. préfèrent faire le plein. Voilà, alors ils préfèrent, je ne sais pas s'ils préfèrent, parce En tout cas, c'est qu'avec plus le prix de pratique l'essence pour eux. actuellement, c'est compliqué. Voilà, c'est plus pratique, non ? Mais ça peut être pratique. Mais là, avec ce qu'on réussit à obtenir en mobilité électrique, en autonomie, eh bien, on peut tout à fait être présent sur ces marchés-là, et notamment les marchés où, en fait, forcément, la pizza ou le sushi, il va partir d'un magasin, il va arriver chez le client, et on revient à chaque fois au point de départ. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on revient au point de départ, on peut recharger la batterie. Voilà. D'accord, donc ça, le premier marché. Le modèle B2B, on va dire, des livreurs, etc. Le deuxième modèle, qui est aussi un nouveau marché qui a émergé il y a quelques années en France, c'est le marché de la mobilité partagée. Oui. Donc là, la mobilité partagée, ce sont des flottes dans les grandes villes françaises et les grandes villes européennes. Alors nous, on est en partenariat avec Yego, qui sont les scooters au look rétro vert que vous voyez à travers la capitale. Donc on a mis en place 1000 scooters sur la capitale. Et ça va continuer, on l'espère. Il y a eu petit air italien, hein, quand on voit ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, ils sont sympathiques. Les Vespa. Les gens l'aiment bien pour effectivement ce petit air-là. C'est un vrai 2 places, donc on peut y aller en duo aussi. C'est des 50 ? Ce sont des équivalents 50, effectivement, parce que ça évite d'avoir à passer le permis A1 qui est un petit peu fastidieux. Ça permet à tout le monde, et donc ça permet de démocratiser l'usage de cette mobilité. Et on est présent aussi à Bordeaux depuis plus de 3 ans, et aussi pour la petite histoire à Tahiti, où il y a une petite flotte de scooters en mobilité partagée. Voilà, on va bien les tester, vos scooters à Tahiti. Voilà. Et donc les particuliers, où là, je peux acheter vos scooters ? Alors, 2 types de scooters, les 50 ou les 125 ? Tout à fait. Sur les particuliers, c'est un peu plus récent. On s'est développé là-dessus il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans. Et donc, on a développé une gamme de scooters 50, puis 125. Donc là, effectivement, nos scooters vont de 2 000 à 8 000 euros. Du premier prix jusqu'au 125, qui a un équivalent vraiment maxi scooter, donc vraiment quelque chose qui va à 130 km/h. Voilà, on a du couple, ça. On a vraiment, il y a du couple, il y a de l'autonomie, environ 150 km d'autonomie, 130 km/h en vitesse max. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble à tout ce qu'on a sur le marché actuel. Un scooter puissant pour faire de la route, quoi. Voilà. Et puis finalement, pour une différentielle de prix qui est assez faible
par rapport à son équivalent thermique. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, le coût de l'essence, les places de parking qui vont devenir de plus en plus, qui vont devenir payantes au fil de l'eau là dans les grandes villes françaises, et bien plus le prix de l'essence, et bien en fait le différentiel de prix qui certes existe, et bien il est très vite gommé en quelques mois. Il est gommé par le fait que l'électricité est quasi gratuite. Ça coûte 20 fois moins cher aujourd'hui de faire 1 km en scooter électrique que de faire 1 km en scooter thermique. Dernière question, très rapide s'il vous plaît. On peut recharger ces scooters en combien de temps en fait? Il y a de la charge rapide sur ces machines? Alors aujourd'hui, nous on a 2 types de chargeurs. On a les chargeurs, on va dire standards, et les chargeurs rapides qui permettent de recharger, en moins de 2 heures une batterie d'un scooter. De 0 à 100% en 2 heures. C'est ça. Tout à fait. Ça, c'est en chargeur rapide. Tout à fait. On en trouve de ces chargeurs rapides un peu partout ou pas? Oui, alors on reste branché sur une prise standard, mais c'est juste la capacité du chargeur qui est plus puissante qu'une capacité standard. Voilà, ça s'appelle... Oui, pardon. Oui, le dernier petit point que je voulais dire, c'est je voulais vous remercier de m'avoir invité dans cette émission, et j'en profite juste pour vous dire que l'assemblage en France aujourd'hui, c'est une réalité. Hein. On assemble la finalisation de nos scooters dans les Yvelines. Et je profite pour faire un appel. Moi, mon passé, c'est industriel. Et donc, mon objectif, c'est évidemment de démocratiser l'usage de la mobilité électrique, mais c'est aussi de réindustrialiser la France, contribuer par mes faibles moyens. Donc, tous les industriels qui me regardent et qui veulent participer à l'aventure, pourquoi pas, c'est ouvert. Vous cherchez des partenaires en quelque sorte. Des partenaires industriels, des fournisseurs de freins, de batteries, de contrôleurs, de tout ce qu'on veut. Le message est passé. Merci beaucoup Guylain Lestienne, donc fondateur de Pink Mobility. Merci beaucoup. Merci. Et c'est avec Pink Mobility que se termine En route pour demain. Merci de nous avoir suivis, bien sûr, comme chaque semaine. On sera là le week-end prochain. Radio-télé sur BFM Business et sur 01 TV aussi, bien sûr. À très vite et à la semaine prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.